Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de notre histoire. Et si la douce et pieuse dame à la lampe, tu sais, cette figure angélique de l'histoire de la médecine, Oui, Florence Nightingale. exactement. Et si en réalité, c'était pas du tout un ange, mais une opératrice politique impitoyable qui a harcelé des ministres et brisé des carrières pour imposer sa volonté. Et si le cardinal le plus vénéré d'Angleterre avait bâti son empire spirituel avec des manigances dignes des pires intrigues politiques? C'est clair que c'est un renversement de perspective assez brutal pour ceux qui nous écoutent. Totalement. Mais c'est précisément ce que fait Lytton Strachey dans son ouvrage de 1918, Eminent Victorians. Avant la parution de ce livre, les biographies historiques, ça ressemblait à de lourds monuments funéraires. Elles existaient pour glorifier les morts, rassurer la société. Strachey, lui, il a pris un scalpel. Ah oui, il n'a pas fait dans la dentelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a choisi 4 figures intouchables de l'ère victorienne pour disséquer la mythologie de l'époque et exposer la chair, le sang et surtout les ambitions dévorantes qui se cachaient sous le vernis de la respectabilité. Donc, l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, en nous plongeant dans ces textes, c'est absolument pas de lire une hagiographie rassurante. La mission, c'est d'extraire la vérité complexe et souvent brutale derrière les images pieuses de ces personnages. Bien sûr, faut garder en tête qu'on lit ça à travers la lentille très cynique de Strachey, mais ça démontre que les grands bouleversements, n'est-ce pas, de la passivité. Bon, décortiquons un peu tout ça pour comprendre comment cette époque a été façonnée. Regardons d'abord le cas de Henry Edward Manning. Le texte nous montre un homme littéralement déchiré en deux depuis l'enfance. Tout à fait. Strachey insiste lourdement sur cette dualité psychologique. D'un côté, t'as la terreur spirituelle pure. À 9 ans, le jeune Manning lit l'Apocalypse et reste traumatisé par la description du lac de feu et de soufre. La peur viscérale de l'enfer, quoi. Voilà, la peur de la damnation éternelle s'installe en lui. Mais d'un autre côté, il a une ambition temporelle féroce. Il voulait entrer en politique. Il rêvait de siéger à la Chambre des Lords. Et quand la ruine financière de sa famille l'oblige à se tourner vers l'Église d'Angleterre, il y transpose cette même soif de grandeur. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il en était hyper conscient. Le texte mentionne ses journaux intimes rédigés des années plus tard. Il se cache pas derrière une fausse humilité, il fait des listes. C'est presque comme un audit comptable de sa propre âme, où il analyse ses motivations. Oui, il analyse ses propres péchés d'ambition. C'est ça. Il écrit noir sur blanc qu'il ressent un immense plaisir dans les honneurs, le fait de côtoyer les grands de ce monde. Il dit lui-même que c'est, je cite, honteux et mesquin, mais il ne peut pas s'en empêcher. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette tension interne va rencontrer une crise externe majeure, le mouvement d'Oxford. Parce qu'à cette époque, l'Église d'Angleterre, c'était devenu une institution très confortable, presque laïque, quoi. Des ecclésiastiques qui aiment la chasse au renard et les bons dîners. Exactement. Mais un groupe d'intellectuels à Oxford, mené par John Cable, Earl Froude et le brillant John Henry Newman, décide que ce confort, c'est une trahison spirituelle. Ils veulent réintroduire les sacrements littéraux, le mysticisme et la rigueur catholique. Le niveau de fanatisme de ce groupe est juste ahurissant. Strachey cite les journaux de Froude pour illustrer ça. On y lit l'histoire d'un jeune homme brillant qui se fustige pour des trucs d'une banalité absurde. Par exemple, il écrit qu'il a, je cite encore, « regardé avec avidité s'il y avait de l'oie sur la table pour le dîner ». Et il se condamne pour ce terrible péché de gourmandise. C'est fou, il y a une quête de pureté absolue qui frôle l'obsession. Manning se greffe à ce mouvement. Mais l'Église d'Angleterre, qui est une institution d'État, elle ne peut pas tolérer cette dérive bien longtemps. Ce qui nous amène au point de rupture monumental, l'affaire Gorham. Ah, l'affaire Gorham. C'est le mécanisme précis qui a fait basculer Manning. Le révérend Gorham est refusé à un poste par l'évêque Phil Potts. La raison est purement théologique. Ils ne sont pas d'accord sur la régénération par le baptême. L'évêque soutient que le baptême lave automatiquement le péché originel, alors que Gorham affirme qu'il faut la foi et la repentance avant. L'affaire s'envenime et monte tout en haut du système judiciaire. Et c'est là que le scandale éclate. Le tribunal qui tranche cette question théologique super complexe, c'est pas un concile d'évêques, c'est le conseil privé. Un comité de juges civils laïcs, et ces juges donnent raison à Gorham.
Si on essaye de transposer ça aujourd'hui, c'est un peu comme si un panel de juges civils, sans aucune formation en programmation, ordonnait soudainement à une boîte tech de modifier le code source fondamental de son logiciel juste pour apaiser une dispute politique. Mais l'analogie est excellente, car c'est exactement la crise de code source que Manning traverse. Si l'on relie cela à la situation globale, ce jugement prouve à Manning une réalité insupportable. L'Église d'Angleterre n'est pas la voix de Dieu sur terre. C'est qu'un simple département de l'État britannique, soumis aux politiciens. C'est intolérable pour lui. Complètement. Pour un esprit comme le sien, qui a besoin de certitude absolue pour échapper à ce fameux lac de feu, c'est la panique. C'est cette mécanique qui le force, en 1851, à se convertir au catholicisme romain. Il a besoin d'une autorité infaillible. Sauf qu'on pourrait imaginer qu'une fois ce refuge trouvé, Manning va se retirer dans la prière et tout. C'est tout l'inverse. C'est comme si sa conversion avait fait sauter un frein psychologique. À peine arrivé, il grimpe les échelons à une vitesse fulgurante. Le but ultime, c'est le poste d'archevêque de Westminster. Mais face à lui, il y a le docteur Harrington, qui a le soutien total du clergé local. Et Manning va pas le battre sur le terrain théologique, il va le battre dans les antichambres du Vatican. Selon Strachey, Manning déploie une ruse politique vraiment redoutable. Il comprend que le vrai pouvoir, c'est l'accès direct au pape Pie IX. Il forme donc une alliance avec Monseigneur Talbot, le secrétaire privé du pape. Talbot, c'est l'homme qui murmure à l'oreille du souverain pontife. Le bras droit, quoi. C'est ça. Et la méthode est brillante. Talbot isole le pape des voix dissidentes, dénigre subtilement Harrington et cultive l'idée que Manning est l'unique sauveur possible pour l'Église en Angleterre. Le niveau de manipulation psychologique sur le pape est dingue. À force d'entendre Talbot louer Manning, Pie IX finit par croire que la décision vient de lui-même, voire de Dieu. Le texte raconte que le pape a commencé à entendre une voix intérieure lui répéter « Mettez-le là, mettez-le là ». Et sur la base de cette inspiration divine, bien plantée par Talbot, Manning est nommé archevêque en balayant tout le monde. Mais ça me fait me poser une question. Est-ce que Manning croyait vraiment être l'instrument de Dieu ou c'était juste un PDG machiavélique en soutane ? Strachey suggère que le génie de Manning, c'est qu'il voyait aucune différence entre les deux. Il avait cette capacité de fondre son ambition personnelle dans la volonté divine. Ce qui est bon pour Manning est bon pour l'Église, et ce qui est bon pour l'Église est la volonté de Dieu. C'est cette certitude qui lui permet d'être absolument impitoyable, notamment envers le cardinal Newman. Ah, le traitement de Newman, c'est un chef-d'œuvre de cruauté bureaucratique. Newman, qui était l'esprit le plus brillant de sa génération, voulait juste ouvrir un oratoire à Oxford. Mais Manning craint son esprit indépendant. Il craint que son influence contredise la ligne dure qu'il veut imposer. Alors, il utilise Rome pour l'assassiner professionnellement. Exactement. Et il le fait sans laisser de traces sanglantes. Il fait en sorte que Rome envoie des instructions secrètes disant que l'oratoire est accepté, mais que Newman lui-même doit être empêché d'y résider. Et suavement, c'est de la politique de haute voltige. On étouffe un rival sans aucun bruit public. Le résultat est dévastateur pour Newman, qu'on retrouve en larmes, brisé par cette mise à l'écart. Et toute cette concentration de pouvoir culmine en 1870, lors du concile sur l'infaillibilité papale. Manning est le chef d'orchestre de ça. Mais pourquoi cette obsession pour l'infaillibilité à ce moment précis ? Parce que le monde extérieur s'effondre. Les armées de l'unification italienne menacent Rome, le pape va perdre son pouvoir politique temporel, il y a la science avec Darwin, la démocratie qui progresse. C'est la panique à bord. Manning comprend que si l'Église perd son royaume terrestre, elle doit compenser par une autorité spirituelle absolue. Déclarer le pape infaillible, c'est verrouiller le système de l'intérieur. Strachey dresse un tableau presque cinématographique du vote final à Saint-Pierre. Un orage apocalyptique éclate, l'obscurité envahit la basilique quand le dogme est proclamé. Pour Manning, c'est le triomphe de l'ordre absolu sur le chaos du monde moderne. Donc Manning a centralisé le pouvoir pour protéger son institution face au chaos. Mais que se passe-t-il quand l'institution elle-même est la source du chaos et qu'elle tue les gens qu'elle doit servir ? C'est le problème de notre deuxième figure. Et là, on passe des dorures du Vatican aux horreurs des hôpitaux militaires. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que le mythe populaire autour de Florence Nightingale, c'est peut-être le plus grand mensonge historique du XIXe siècle. Le grand public la connaît comme la dame à la lampe. L'imagerie victorienne en a fait un ange de douceur, une frêle jeune fille glissant silencieusement pour éponger le front des soldats. La compassion féminine idéalisée, quoi.
Mais Strachey détruit cette image directe. Il décrit une femme qui, selon ses propres journaux, se sentait possédée par un démon. Elle vient d'une famille immensément riche. Son destin, c'était d'organiser des dîners élégants, de broder, de faire un beau mariage. Mais elle rejette ça avec une violence inouïe. Elle qualifie le mariage victorien de véritable suicide. Elle est dévorée par une faim presque maladive d'action. Sa mère pleure en disant qu'ils sont des canards qui ont couvé un cygne sauvage. Mais comme le dit Strachey, c'était pas un cygne, c'était un aigle prédateur. Et sa proie, ce sera le désastre de la guerre de Crimée. Quand elle arrive à l'hôpital de Scutari, la situation est structurellement brisée. Les correspondances décrivent des kilomètres de lits collés les uns aux autres, des fausses aisances qui débordent, des amputés couchés à même le sol dans le froid. Le plus choquant, c'est même pas le manque de moyens, c'est l'incompétence logistique. T'as des navires remplis de matériel qui traversaient la mer Noire 3 fois de suite sans jamais être déchargés parce que le médical était enfoui sous les munitions. Et pendant ce temps, le docteur Hall, le boss médical de l'armée, envoyait des rapports à l'ombre disant que tout fonctionnait parfaitement. La bureaucratie militaire fonctionnait sur des règles de temps de paix. Le règlement stipulait que l'intendant général pouvait distribuer des biens qu'après l'approbation formelle d'une commission. Et ce gars refusait d'enfreindre le règlement, même avec des soldats qui mouraient devant lui. Faut s'imaginer la scène, c'est d'une absurdité mortifère. Un navire arrive avec 27 000 chemises propres, les soldats meurent d'infection dans leurs uniformes pleins de sang, et l'intendant refuse de déballer les chemises parce qu'il n'a pas le document signé par une fameuse commission qui s'était même pas réunie. Face à ce mur, Nightingale fait pas une pétition polie, elle fait littéralement sauter les verrous. Ah oui, elle ordonne à ses équipes de forcer l'ouverture des caisses sous les yeux de l'intendant terrorisé. Cela soulève une question importante. Comment une femme civile à une époque aussi patriarcale pouvait donner des ordres à des officiers et contourner la hiérarchie sans se faire arrêter? C'est fou quand on y pense. La mécanique de son pouvoir reposait sur 2 piliers. D'abord, son statut social. C'était une aristocrate qui tutoyait les ministres. Ensuite, l'arme médiatique. Elle avait accès au journal The Times. Elle tenait l'opinion publique comme une épée de Damoclès. Si un officier la bloquait, la menace était claire, son incompétence serait allée à la une des journaux le lendemain. Mais c'est pour ça que son action me fait penser aux méthodes d'un investisseur activiste, un vrai corporate trader. Elle arrive dans une institution en faillite, elle ignore la direction en place, elle utilise ses propres fonds et ceux du Times pour acheter du savon, des brosses à dents, payer des ouvriers. Avant son arrivée, l'armée avait réussi à laver très exactement 7 chemises dans un hôpital de plusieurs milliers de blessés. Cette chemise, c'est ridicule. Elle prend le contrôle hostile du département pour le restructurer de force. Et elle ne s'arrête pas à la logistique. C'est une pionnière de la statistique. Pour détruire la bureaucratie, elle s'arme de mathématiques. Elle conçoit le diagramme de la rose. C'est une représentation visuelle qui démontrait que la majorité des soldats mouraient pas des tirs ennemis, mais des maladies évitables liées au manque d'hygiène. Elle a prouvé mathématiquement que la bureaucratie tuait. On pourrait penser qu'après la guerre, de retour en Angleterre couverte de gloire, elle prendrait sa retraite. Absolument pas. Pendant des décennies, soi-disant mourante et recluse sur son canapé, elle continue sa guerre pour réformer le bureau de la santé militaire. Strachey utilise des métaphores animales hyper théâtrales. Il y a Sidney Herbert, le ministre de la guerre, son grand allié. Strachey le dépeint comme un cerf noble mais faible, pris dans les griffes d'une tigresse. Strachey force peut-être le trait, mais ça capture la dynamique. Herbert était son instrument politique. Quand il montre des signes d'épuisement, elle le harcèle impitoyablement pour qu'il continue. Et de l'autre côté, il y a Lord Pommure, le nouveau ministre. Strachey le surnomme le bison, à cause de son entêtement et de sa lenteur légendaire. Le niveau de déconnexion de ce ministère était sidérant. Le texte raconte qu'un général sur le front a été réveillé en pleine nuit par un courrier express, juste pour une dépêche de Lord Pommure demandant comment allait le capitaine Jarvis, un officier de bonne famille qui aurait été mordu par un mille-pattes. Contre cette frivolité effarante, l'obsession de Nightingale, sa cruauté même envers ses alliés, c'était la seule arme capable de faire plier le bison. Le bilan de cette lecture nous oblige vraiment à repenser ces figures. Manning et Nightingale refusaient le confort qu'on leur destinait. Ils partageaient une énergie maniaque, une capacité de travail inhumaine. L'un a sauvé le dogme de son Église, l'autre a sauvé des vies en détruisant un système médical mortifère. Mais aucun des deux n'a fait ça par la simple vertu des bons sentiments. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ?
En refermant ces pages, on réalise que l'ère victorienne a été forgée dans le sang et les intrigues par des individus d'une redoutable compétence politique. L'altruisme pur, s'il n'est pas couplé à la capacité brutale d'écraser la bureaucratie et de neutraliser ses rivaux, ça produit aucun véritable changement systémique. C'est la leçon inconfortable de ces textes. La réalité documentaire nous montre que le remède historique est très souvent aussi féroce que la maladie institutionnelle qu'il veut guérir. Les vrais moteurs du progrès sont rarement les saints passifs qu'on essaye de nous vendre. Ce qui nous amène à une réflexion finale, un truc à garder en tête pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on valorise énormément la figure du leader empathique, consensuel, celui qui écoute tout le monde. On érige des statues aux grands réformateurs en effaçant volontairement la brutalité, la manipulation qu'ils ont dû employer. Si le véritable progrès, celui qui sauve des vies à grande échelle, nécessite une forme d'obsession presque démoniaque et une volonté glaciale de briser les obstacles humains sur son chemin, notre quête moderne de leaders parfaitement inoffensifs et universellement appréciés n'est-elle pas, au fond, une garantie absolue de stagnation? C'est une question qui mérite d'être posée. Absolument, ça donne à réfléchir. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse et on se retrouve très vite pour une prochaine plongée dans l'histoire.